Bonjour, il aura donc fallu pas moins de 3 mois. 3 mois pour voir la France se trouver un cap, une orientation politique, la même ou presque, face à une assemblée pourtant plus diverse que jamais sous la Ve République. On connaît ça chez nos voisins européens. Il n'y a pourtant qu'en France où l'idée même de coalition semble rimer dans l'esprit de nos dirigeants avec compromission. On va essayer de comprendre pourquoi avec vous, Sylvain Kahn, spécialiste de l'histoire récente de l'Europe, professeur agrégé d'histoire et docteur en géographie. Vous enseignez à Sciences Po Paris. Mais d'abord, voyons donc où nous en sommes ici en France après des semaines de tractation avec Christelle Méral pour France 2. Michel Barnier quitte Matignon, direction l'Élysée, pour rencontrer Emmanuel Macron et lui présenter un gouvernement. Il arrive avec une liste de 38 ministres, dont 16 gros ministères attribués à 7 macronistes, 3 républicains, 2 Modem, 1 Horizon, 1 UDI, 1 divers droite et 1 divers gauche. Cette liste a été longuement débattue à Matignon lors d'une réunion. Autour de Michel Barnier, le camp présidentiel, les centristes et les républicains. Après d'intenses consultations depuis 2 semaines, c'est la réunion de la dernière chance avec un mot d'ordre. Je suis sûr qu'avec de la bonne volonté, on y arrive. Vous êtes confiant sur la suite? Pas une question de confiance, c'est une question d'avancer. Avancer vers un gouvernement qui respecte la parité et le poids politique de chaque formation à l'Assemblée, c'était une des causes du blocage ces derniers jours. Le Premier ministre affiche aussi ses priorités. Améliorer le niveau de vie des Français, garantir la sécurité, maîtriser l'immigration, maîtriser nos finances publiques. Autre précision de Michel Barnier, les impôts ne devraient pas augmenter pour les classes moyennes. Il va détailler son programme lors de sa déclaration de politique générale, mardi 1er octobre, à l'Assemblée nationale. Sylvain Kahn, tout le programme, rien que le programme, avait dit Jean-Luc Mélenchon au soir du second tour des élections législatives. On a le sentiment, 2 mois et demi plus tard, que cette phrase résume l'état d'esprit général ici en France. Personne n'a gagné et personne n'était prêt à la moindre concession pour gouverner. C'est l'impression qu'on a, effectivement, ce qui est assez, j'ai presque envie de dire cocasse, si évidemment le sujet n'était pas grave, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui, pour autant qu'on le comprenne, avec, appelons ça une majorité parlementaire relative, qui, à peu de choses près, correspond à la même majorité parlementaire relative d'avant la dissolution. Avec encore moins de députés. Mais avec beaucoup moins de députés. Voilà. Donc, alors évidemment, ce qui a quand même beaucoup changé, ça, il faut le souligner, c'est que le Premier ministre est issu d'un parti politique, les Républicains, qui n'est pas du tout le parti politique du président. Oui. Voilà, ça, c'est quand même un gros changement. Mais pour autant, le bloc Renaissance, la coalition centrale, si on veut l'appeler ainsi, plus LR, ça faisait en gros 310 sièges dans l'ancien Parlement, ça en fait aujourd'hui même pas 210. C'est ça, donc c'est c'est une majorité relative qui est... Une minorité relative. Qui n'est vraiment même pas sûre d'être majoritaire. À quoi attribuez-vous cette intransigeance de tous, parce qu'il y a tous ceux qui ont refusé effectivement de se joindre à cette mini-coalition, on va l'appeler ainsi. Cette intransigeance, vous l'attribuez à nos responsables politiques qui seraient intrinsèquement plus sectaires qu'ailleurs. Pourquoi d'ailleurs? Ou bien au mode de scrutin majoritaire qui finalement n'a habitué personne ici au Parlement à des négociations. En tout cas, personne à un Parlement sans majorité comme c'est le cas aujourd'hui, et donc où il faut négocier. Vous avez complètement raison d'insister, ou en tout cas de pointer le mode de scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, puisque avant la Ve République, alors ça commence à dater maintenant, mais du temps de la 4e... Avant 58. Voilà, avant 58, on avait un régime parlementaire et un mode de scrutin proportionnel avec des appariements qui se caractérisaient effectivement par le fait que sans arrêt, il y avait des coalitions qui se faisaient, qui se défaisaient, comme on trouve aujourd'hui en Italie, comme on trouve en Espagne, comme on trouve en Pologne. Voilà. Donc, c'est sûr que le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, en fait, oblige, ou plutôt pousse les partis politiques, d'une certaine manière, à faire des coalitions avant les élections, parce que c'est en s'alliant
qu'on passe le cap du premier tour et qu'on est qualifié pour le second. Et donc, qu'on a des députés. Exactement, voilà. Et donc, du coup, ça, on le voit très, très bien avec l'Union de la gauche, qui aujourd'hui s'appelle le Nouveau Front Populaire. Et du coup, il y a très, très peu d'autonomie, très, très peu de jeu entre les 4 partis du Nouveau Front Populaire, donc France Insoumise, Parti Socialiste, Verts et Communistes. Et là, on voit bien, ils osent absolument pas avoir des positions autonomes, alors que juste avant, au moment des élections européennes, scrutin proportionnel, eh bien, ces 4 familles politiques étaient en concurrence les unes avec les autres. Les partis se tiennent par leur noyau dur, aurait dit François Bayrou en une autre époque. Négocier, en tout cas, cela aboutit en général à un accord de coalition. Comment ça marche, Antoine Fenot ? Et là, vous l'avez rappelé, la France, elle fait un peu figure d'exception parmi ses voisins européens, en Europe où la majorité des pays sont gouvernés par des attelages de partis et donc des coalitions de gouvernement. Vous voyez cette carte que j'ai trouvée pour vous, elle a été faite par nos confrères du Monde et elle montre bien que la France est donc bien l'exception, car tous les pays, ou presque, et c'est représenté par ces petits losanges de couleurs, sont donc gouvernés par des attelages de partis, 2, 3, voire 4 ou 5 partis, donc forcés de s'entendre. Mais les constitutions et donc les équilibres sont bien différents. On va prendre l'exemple notamment de la Suède. J'ai trouvé pour vous ici une image de son Parlement, une monarchie parlementaire, l'une des plus vieilles au monde. Un élément est déjà structurant, vous l'avez rappelé, c'est le mode de scrutin. Il est à un tour et il est surtout proportionnel. Et c'est là un dénominateur commun à beaucoup de démocraties européennes, ce mode de suffrage à la proportion des voix qui rend donc quasiment impossible la majorité d'un seul parti. Il faut donc discuter pour gouverner. On en revient à notre exemple suédois. Voici donc ce qui est arrivé après des semaines de négociations. Les 3 formations de droite ont dû s'entendre après les élections, et avec l'extrême droite notamment, pour former un gouvernement. Si vous ajoutez la proportionnelle à un régime parlementaire, eh bien vous obtenez souvent un paysage politique très morcelé et une nécessité donc de s'entendre pour trouver un accord. Voici le résultat des dernières élections fédérales en Belgique. Vous apercevez notamment que l'Alliance néo-flamande, qui est représentée ici en jaune sur ce graphique, eh bien, a seulement 24 sièges, même si c'est la plus grosse force politique du Parlement. Elle est très très loin de la majorité nécessaire et l'ensemble des partis fait peu ou prou quasiment le même nombre de sièges. Il faut donc s'entendre, discuter pour trouver des compromis. Un exercice qui prend du temps donc et qui résulte d'une longue tradition. En Allemagne notamment, Olaf Scholz, lui, a mis 2 mois après les élections avant de composer son équipe, donc avec le SPD, les sociodémocrates dont il était issu, les Verts et les libéraux. Du temps, voire beaucoup de temps. La Belgique notamment, elle détient le record, toutes catégories et toutes catégories confondues, notamment puisque la Belgique a passé 653 jours sans gouvernement, le temps de former un attelage stable, discuter, ça prend du temps, on vous dit. Ah oui, Sylvain Kahn, composer une coalition de gouvernement, on vient de le voir, ça prend du temps parce que ça suppose aussi d'accepter une partie du programme de l'adversaire ou même de celui qui était concurrent, parfois au sein de votre propre camp. Comment éviter que vos propres électeurs ne vous en tiennent rigueur? C'est bien cela qui empêche souvent la constitution de coalition ici en France. Ce qui se passe dans les coalitions gouvernementales négociées, comme dans tous les pays dont vous venez de parler, l'une des manières dont ça se résout, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, c'est qu'en fait, les différents partis n'inventent pas, on va dire, un programme qui serait l'hybridation des 3, mais se mettent d'accord sur ce que chacun d'entre eux accepte que les autres mettent en œuvre. Voilà. Et là, typiquement... Donc tout ce qui n'enfreint pas les lignes rouges. Voilà, c'est ça. Chacun. C'est ça. Donc en fait... le plus petit commun dénominateur. Oui, avec donc chaque parti qui dit, du coup, moi je mettrai en œuvre cette partie de mon programme que vous acceptez et qui correspond au ministère que j'ai. Comment éviter que ça n'aboutisse à une inaction totale finalement ? Le problème de la France, effectivement, c'est que ce type de démarche, jusqu'à présent, en tous les cas, sous la Ve République, parce qu'encore une fois, ce n'était pas le cas avant, sous la Ve République paraît jusqu'à présent, impossible ou inacceptable pour les différents partis. On peut faire l'hypothèse aussi que c'est parce qu'en France, il y a un régime qui est certes parlementaire, mais qui est aussi semi-présidentiel. Et que comme l'élection présidentielle est une espèce de polarisant, et que, jusqu'à présent en tous les cas,
quand on gagne l'élection présidentielle, le parti qui gagne cette élection, bien souvent dans la foulée, il remporte la majorité absolue des sièges aux élections législatives. Ça non plus, ça ne pousse pas au compromis, parce que en fait, l'idée, c'est quand même un peu de dire, bon, de toute façon, les élections législatives, c'est quasiment des élections de validation, de second ordre. Ouais. Donc on va attendre la présidentielle, parce que là, comme ça, on n'aura pas à s'embarrasser, à discuter avec qui que ce soit. Donc, surtout, restons pour nos électeurs, pour être élus à la présidentielle et la gagner, restons sur une ligne bien ferme et ne passons de compromis avec personne. Moi, je pense que c'est un peu ça qui explique ça en ce moment. Parmi les pays, en tout cas, cités en exemple en matière de coalition, il y a l'Allemagne, où on a même vu la droite et la gauche gouverner ensemble. Actuellement, c'est le SPD, le Parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz, qui est en alliance avec les Verts. Et plus surprenant, les libéraux, très orthodoxes en matière budgétaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est loin d'être un long fleuve tranquille, Anne Maillet. Oui, avant l'élection d'Olaf Scholz en 2021, la constitution de majorité gouvernementale en Allemagne était relativement simple. Les rapports de force à l'issue d'un scrutin permettaient la formation de gouvernements avec 2 partis. Ces derniers se mettaient d'accord sur des objectifs communs dans un contrat de coalition pour une mandature de 4 ans. Et ce système a largement favorisé une culture politique du compromis. L'Allemagne a ainsi connu des coalitions de gauche, de droite, mais aussi des deux, comme ce fut le cas avec les grandes coalitions d'Angela Merkel, composées de conservateurs et de sociaux-démocrates. Seulement, l'apparition de nouveaux partis, notamment d'extrême droite au Parlement, a éclaté le paysage politique allemand. Olaf Scholz a été contraint, il y a 3 ans, de former un gouvernement tripartite. La formation de coalition est donc devenue un casse-tête, tout comme l'exercice du pouvoir d'ailleurs, car trouver des points d'entente entre les sociaux-démocrates, les libéraux et les écologistes n'est jamais une mince affaire. Cette année, l'élaboration du budget fédéral a demandé des mois de travail et de longues nuits de négociations. Et oui, près de 3 mois pour trouver un accord en Allemagne entre le SPD, les libéraux et les Verts. 160 pages d'accord de coalition. Au regard de ce délai, on a eu tort, nous en France, de s'impatienter, de mettre autant la pression sur le chef de l'État pour d'abord qu'il désigne un Premier ministre, puis de s'inquiéter que Michel Barnier mette autant de temps à trouver un gouvernement. Disons, oui, on a eu tort, mais en même temps, cette inquiétude, je pense, a été en partie générée par le fait que le président de la République, et c'est une particularité de la France liée à la Constitution de la 5e, le président de la République, a eu une conception de son rôle qui était peut-être un peu hyper étendue. C'est-à-dire, il n'a pas vraiment dit, écoutez, voilà, j'ai convoqué des élections, les électeurs ont parlé, maintenant, entendez-vous entre vous, chefs de parti, et puis donnez-moi le résultat des courses. Je propose au groupe arrivé en tête de me suggérer un nom, ce qu'ils ont fait. Voilà. Voyons ce que donne éventuellement cette désignation à l'Assemblée. Il n'a pas donné la main à l'Assemblée nationale, puisqu'il a postulé pendant 2 mois le résultat de la nomination de tel ou tel Premier ministre, sans en réalité laisser les parlementaires jouer leur rôle. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que de leur côté, les différents dirigeants des différents partis politiques ne se sont pas empressés de se passer des coups de fil et de se donner rendez-vous pour se retrouver autour d'une table. Néanmoins, mettre ensemble des partis qui n'ont pas forcément de points communs, comme c'est le cas en Allemagne, est-ce qu'au final, ça ne nuit pas à la cohérence et puis à la capacité à réagir aussi à l'actualité? Quand on a défini un programme de manière aussi précise, 160 pages, on ne peut pas forcément en déroger au gré des contingences, non ? J'ai envie de dire que dans les pays où il y a cette habitude depuis 25 ou 40 ans de composer, de se mettre d'accord après les élections, ça ne les empêche pas, les gouvernements issus de ce type de coalition, de réagir aux crises et de gouverner. Alors justement, et très bonne illustration de ce que vous dites, exact au contre-pied de ma question, l'Allemagne qui, face à l'actualité, à savoir l'attaque meurtrière de Solingen, dont le suspect, je vous le rappelle, est un Syrien en situation irrégulière, eh bien l'Allemagne rétablit les contrôles à toutes ses frontières. On en a beaucoup parlé. Julien Néni nous en dit plus pour France Télévisions. Comme un retour au siècle dernier, avant l'espace Schengen. Et à la frontière allemande, comme ici près de Strasbourg, bus vers Budapest. Besoin de renfort. Ces policiers procèdent à des contrôles aléatoires, décision du gouvernement allemand pour les 6 prochains mois. Déjà la semaine dernière, ces automobilistes en craignaient les conséquences.
Je roule déjà 1 heure tous les jours, donc si je dois encore passer un quart d'heure ou une demi-heure de plus dans les bouchons, ça fait des longues journées. Ah, ça risque d'être plus long, effectivement. D'autant que les usagers de la route ne sont pas les seuls concernés. Nous contrôlons également les bus longue distance. Nous surveillons aussi le trafic ferroviaire transfrontalier ainsi que le tramway à son arrivée à Kehl. Depuis plusieurs mois, l'Allemagne avait déjà rétabli des contrôles à ses frontières à l'est et au sud. Désormais, les contrôles s'étendent aussi à tous ses voisins, dont la France donc. Si le chancelier Olaf Scholz a pris une telle décision, c'est d'abord en raison de l'actualité politique outre-Rhin. Au début du mois, l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, réalisait une percée historique aux élections régionales. Au même moment, ou presque, un attentat à Solingen faisait 3 morts et 8 blessés, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. On le voit, hein, Sylvain Kahn, 3 mois de négociations, un contrat de gouvernement archi-formalisé, et puis il se passe un événement comme Solingen. L'AfD, l'extrême droite, remporte l'élection régionale en Thuringe, et en l'espace d'une semaine seulement, on rétablit les frontières, on expulse les Afghans déjà condamnés en Allemagne, sans qu'on rétablit une forme de double peine. On abjure d'une certaine manière, hein, ce qui fait la spécificité du SPD et des Verts. C'est ça aussi, d'une certaine manière, la coalition. On est entraîné par le partenaire, en l'occurrence le plus exigeant, que sont les libéraux sur ces questions-là, et par la pression. Hein. Oui, donc là, j'ai quand même le sentiment que, même s'il y avait eu une coalition classique ou même un seul parti majoritaire à lui tout seul, c'est quand même manifestement une décision qui dépend énormément du chancelier. Les Verts allemands, la culture très pacifiste, se sont fait entraîner de la même manière par la CDU au début des années 2000 dans la guerre, avec, on s'en souvient, l'intervention en ex-Yougoslavie. Voilà. Donc, du coup... Est-ce que ça ne dénature pas tout de même ce qui fait la spécificité des partis, ces grandes coalitions? C'est un peu ça, finalement, le sens de ma question. Hein. Disons qu'on pourrait vous répondre, si Pierre Mendès France était encore parmi nous, il répondrait que c'est l'art de gouverner, que gouverner c'est choisir et que quand il y a des crises, il faut être capable d'adapter ses propres principes. Je ne me prononce pas sur votre diagnostic, mais... Les libéraux-démocrates, par exemple, au Royaume-Uni, l'ont payé cher, cette coalition avec les conservateurs, que beaucoup de leurs électeurs ont perçu comme contre-nature. Oui, ils n'avaient qu'à pas la faire, ils n'étaient pas du tout obligés. Ça c'est aussi, si j'ose dire, grandeur et petitesse de nos régimes démocratiques parlementaires. C'est-à-dire que l'attrait du pouvoir est tel que vous pouvez être amené à abîmer vos principes et du coup à entrer en contradiction avec vos électeurs. Autre pays habitué aux coalitions gouvernementales, l'Italie, où l'on recourt même parfois à des profils dits techniques pour neutraliser les ambitions des dirigeants politiques. Ce fut le cas avec Mario Draghi, cet ancien directeur de la Banque centrale européenne, arrivé à former un gouvernement allant du centre-gauche à la droite dure, Natalia Mendoza. L'Italie est habituée au gouvernement de coalition depuis la naissance du pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Après la chute du régime fasciste de Mussolini, les fondateurs de la République ont voulu éviter de donner trop de pouvoir à un seul parti ou à une seule personne. Conséquence, une instabilité politique chronique. Et pour preuve, depuis 1946, pas moins de 68 gouvernements se sont succédés ici. Le système électoral mixte et la présence de nombreux partis politiques rendent difficile l'obtention d'une majorité absolue. Cela oblige les formations politiques aux alliances, aux compromis, et cela peut rendre la désignation du Premier ministre un véritable casse-tête. C'était le cas en 2021 quand les partis politiques n'ont pas réussi à s'entendre sur un nom. L'ancien patron de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a alors été appelé à la rescousse pour former un gouvernement avec une coalition large qui a rassemblé l'ensemble des partis de l'extrême droite jusqu'à la gauche, tous à l'exception des Frères d'Italie, le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni, qui dirige depuis 1 an et demi une coalition qui va du centre droit pro-européen à l'extrême droite souverainiste. Et voilà, un profil technique, ça peut effectivement donner du temps. Est-ce qu'au final, ça ne profite pas des mouvements populistes comme le mouvement 5 étoiles, ou aujourd'hui, on le voit avec Giorgia Meloni, un Frère d'Italie?
Ça dépend des situations, mais vous voyez, pour en revenir à la situation française, c'est une hypothèse qui avait été évoquée par beaucoup d'autres. Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental. Par exemple, il y en a même qui imaginaient pourquoi pas de nommer Premier ministre le gouverneur de la Banque de France, ou Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. C'est une hypothèse, on s'en souvient tous, qui a été écartée très rapidement à la fois par la classe politique et par les commentateurs. Mais vous voyez, aujourd'hui, qu'on a ce gouvernement, cette majorité dont on parlait tout à fait au début de l'émission, qui finalement est une espèce de coalition de centre-droit, droite extrêmement étriquée. RPR-UDF, quoi. Oui, voilà, à l'ancienne, où on voit que tous les autres partis politiques refusent absolument d'être bienveillants ou de prêter leur concours. Et ben, on peut se demander, en tout cas moi je fais partie de cela, si l'hypothèse d'un gouvernement qu'on va appeler technique n'aurait pas été une bonne idée. La France, en tout cas, elle en a connu dans son passé des coalitions. Vous l'évoquiez il y a quelques minutes, vous-même Sylvain Canin. C'était sous la 3e et la 4e République, des majorités de projets au gré des textes, Antoine Fenot. Oui, absolument. Il faut dire que ça ne s'est pas toujours conclu par des grands succès. L'exemple le plus marquant, c'est donc celui de la 4e République. La République qui est donc adopté, le texte constitutionnel adopté après-guerre, régime qui s'étend de 1948 à 1958, régime parlementaire, donc avec un suffrage à la proportionnelle et un contrôle très strict du Parlement sur le gouvernement via des votes de confiance très réguliers. Je vais retrouver une photo d'un des premiers présidents du Conseil, l'ami Paul Ramadier. Dans le contexte de l'après-guerre, la volatilité politique est très importante. Le Parti communiste, très puissant à l'époque, refuse de participer au gouvernement après 1947. Idem avec les gaullistes, c'est la fin d'une forme de tripartisme. Tripartisme, tiens. Et la conséquence, c'est l'instabilité gouvernementale. Je vous ai retrouvé ici une petite infographie qui résume, vous allez le voir, tous les présidents du Conseil et tous les gouvernements de la 4e République, 22 gouvernements en 12 ans sur la période en moyenne, un tous les 7 mois, avec une forme de régime des partis tout-puissants, de quoi exaspérer une partie des Français. Et la presse de l'époque faisait l'écho avec des caricatures qui étaient croquées. Je vous présente la friandise du jour de l'an. Sur cette caricature, vous le voyez, avec une Assemblée nationale qui va donc bien reprendre un peu de parti. Vous le voyez sur donc cette caricature. On évoquait le tripartisme, source d'instabilité de la 4e. C'était aussi le cas lors de la 3e République. Vous voyez cette carte électorale après les élections lors de 1885. À l'époque, la France est divisée en 3 blocs. Là encore, tiens, les républicains, les opportunistes et les radicaux. Un tripartisme qui s'est conclu par une instabilité gouvernementale, ferment du populisme également, qui accouchera à l'époque, il faut le rappeler, de la crise boulangiste avec cet homme-là, Monsieur Boulanger, 104 gouvernements de 1871 à 1940 pour la 3e République. Ça ne nous rajeunit pas, mais ça montre effectivement que la France n'est pas totalement étrangère aussi parfois à la culture du compromis. Antoine Fenot, merci. On se quitte avec l'exemple d'un pays, la Belgique, où il n'y a pas eu de gouvernement, tenez-vous bien, pendant presque 2 ans, 18 mois exactement, c'était en 2020. Vous voyez ce reportage de Valérie Lerouge pour France 2. Une capitale toujours aussi embouteillée, des marchés normalement fréquentés et des travaux qui continuent comme si de rien n'était. En apparence au moins, la Belgique fonctionne normalement. Pourtant, depuis 1 an et 2 mois, le pays n'a plus de gouvernement, dans une certaine indifférence. Finalement, ça ne fonctionne pas tellement moins bien sans gouvernement, donc on n'est pas si pressé que ça. Je ne pense pas que ça nuise beaucoup au quotidien, mais ça ne peut pas continuer comme ça. La population a voté, on veut un gouvernement. Moi, ça ne change rien à ma vie de tous les jours de ne pas avoir de gouvernement. Maintenant, je pense que c'est très symptomatique de la façon dont fonctionne la Belgique. Très petit pays, très compliqué institutionnellement. Le précédent gouvernement de coalition a explosé en décembre 2018. Je prends donc la décision de présenter ma démission. Sur fond de divergence sur la question migratoire. Et les élections de mai dernier ont encore un peu plus divisé le pays, avec une progression de la gauche et des écologistes chez les francophones et une percée de la droite indépendantiste et de l'extrême droite en Flandre. Depuis, impossible de créer une coalition. Au 16 rue de la Loi, le cabinet du Premier ministre, il y a pourtant bien une chef de gouvernement en affaires courantes, comme on l'appelle,
Mais Sophie Wilmès ne peut entreprendre aucune réforme ni lancer aucun projet de loi. Je suis une vraie première ministre en affaires courantes. À la fois, nous ne pouvons pas prendre de nouvelles initiatives, mais nous devons, et c'est normal, nous occuper de la gestion du pays, des affaires courantes, donc business as usual. Aucune marge de manœuvre sur le budget, c'est celui voté en 2018 à l'euro près qui a été répliqué pour 2019 et revoté de mois en mois par 12e depuis le début de l'année. Mais ça fonctionne bon an mal an en raison d'une décentralisation plus poussée ici qu'en France. Un record, malgré ça, ça marche, bon an mal an. Voilà, ça a marché, donc c'était il y a 4 ans. Alors il faut ne pas oublier bien entendu que la Belgique est un État fédéral. Où les régions et les provinces, linguistiques ou géographiques, le reportage, effectivement, ont un pouvoir très très important. Et par ailleurs... Tandis qu'ici, ils se font taper sur les doigts par le ministre de l'économie pour avoir trop dépensé. Exactement. Et d'ailleurs, on n'est pas absolument certain que le ministre de l'économie n'ait pas un peu exagéré. Voilà. Sylvain Kahn, on entend beaucoup un Parlement fragmenté comme l'Assemblée actuelle. Ce sera désormais la norme ici en France, même avec le mode de scrutin majoritaire. Il faut donc s'y faire. C'est votre avis aussi? En tous les cas, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais dans l'état actuel des choses, il est clair que oui, on va avoir une Assemblée nationale, en l'occurrence, fragmentée. Et donc, face à cette situation, ça paraît plus conforme au pays réel, comme on dit, d'élire le pays légal avec un scrutin de type proportionnel. Donc alors même que le mode de scrutin actuel, le majoritaire, n'empêche pas finalement la fragmentation, vous dites qu'il faut quand même aller vers la proportionnelle au risque d'augmenter cette fragmentation. C'est quoi l'intérêt? Je ne suis pas sûr que ça augmente la fragmentation. Par contre, ça permettra aux partis politiques d'avoir une vraie marge de manœuvre et ça devrait beaucoup plus facilement permettre de composer des coalitions. Donc ça va modifier l'attitude des partis politiques eux-mêmes qui, se sachant en mode de scrutin proportionnel, sauront que les coalitions sont inévitables et donc seront davantage prompts à négocier. C'est le plus probable. Et surtout, ça permettra en amont à chaque parti politique de savoir exactement combien il pèse et de ne pas se lier les mains à l'avance, avant le vote, avec d'autres partis. Merci beaucoup Sylvain Kahn d'avoir été notre invité. Le Monde dans tous ses états, c'est terminé. Vous pouvez nous retrouver sur france24.com, notre site internet, et évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition.